Je m'installe devant mon chevalet dès que le jour est favorable et je travaille le plus longtemps possible, surtout le matin, oui. C'est là que je suis le plus tranquille, mais j'attends aussi l'inspiration. Hein. Ce n'est pas tous les matins que je suis dans mon chevalet. Il faut qu'il y ait toujours le petit tilt qui fait qu'on a envie de travailler ou on n'a pas envie. Et donc la peinture, c'est vraiment l'atelier, le chevalet. Et la méditation, oui. Et toujours debout. Toujours debout. Tant que mes jambes me porteront, je travaillerai debout. Alors quant à vos origines, vous êtes un jurassien plus que d'adoption. Oui, 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 parce que c'est mon arrière-grand-père qui est venu du Piémont pour s'installer à Saint-Claude à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de travail en Italie et où les Français recherchaient des plâtriers peintres. Donc il est venu s'installer à Saint-Claude. Et votre père a continué cette tradition. A continué la tradition et il était prévu que ce soit moi qui continue la tradition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, mon père m'a envoyé aux Arts Déco à Paris pour éventuellement travailler le côté décorateur de l'entreprise. Et petit à petit, j'ai bifurqué et au lieu de faire de la décoration d'intérieur, j'ai fait de la peinture. En cette période d'automne 2007, Jean-Michel Nectou était venu passer quelques jours avec Guy Bardone, entre son atelier parisien et sa maison familiale de Vaux, près de Saint-Claude. Il devait poursuivre avec lui des entretiens engagés avec René Geny depuis de nombreuses années. Aux Arts Déco, les 3 premières années, on fait tous les mêmes choses. Et c'est à la 4e année que chacun se spécialise. Et là, à l'atelier Briançon, nous étions une quinzaine d'élèves. Nous étions toujours réunis dans les mêmes ateliers. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer René Geny. C'était le début de très longue amitié. Très longue et très fidèle. Et je crois qu'on a eu la chance que chacun apportait quelque chose à l'autre. Les affaires de son père avaient conduit René Geny à naître en Indochine et à y passer son enfance. Mais c'est à Bordeaux, dont sa famille était originaire, qu'il fréquenta l'école des Beaux-Arts. Ensuite, il viendra sur Paris. Le tout début, l'arrivée à Paris dans les années 45, je faisais un peu de misérabilisme. J'avais des paysages de banlieue, des paysages de chantiers, de façades qu'on démolit. Et ça me touchait beaucoup. Et ça, c'est aussi l'occasion de faire du blanc sur blanc, du gris, des beiges. Et puis, alors les arts déco, là peut-être Briançon nous révèle la couleur, la composition d'une toile, enfin autre chose. À l'époque, on n'avait pas honte de faire du direct. Maintenant, ça se remarquerait beaucoup. On ne voit plus un peintre avec son petit chevalet. Fidèles à l'enseignement de leur maître, René Geny et Guy Bardone vont s'inscrire dans une peinture de tradition trouvant son ancrage dans le réel, aussi transposé soit-il. Proches du mouvement qu'on a appelé réalité poétique, ils resteront complices durant toute leur vie de créations parallèles.
fallait caser 2 peintres, mais on est arrivé à se mettre chacun à l'endroit où on le désirait. René avait recréé là son atelier de Paris avec tous ces tubes qu'il pouvait avoir sous la main. Et lui, au contraire de moi, travaillait beaucoup installé devant son chevalet et il avait la lumière qu'il désirait pour peindre ses natures mortes. Il pouvait rester là 2-3 heures sans bouger et préparant ses mélanges. C'était les 3-4 mois d'été que nous passions ici. Sinon, le reste de l'année, c'était Paris, bien sûr, la rue Falguière. Oui. Et puis aussi la maison de Bandol, la maison de René Geny à Bandol. Pour toujours les fins d'année, nous passions à peu près 1 mois de Noël jusqu'à la fin janvier. Tous ces arbres que j'ai connus tout jeune, j'essaie de les conserver le plus longtemps possible parce que pour moi, c'est une source d'inspiration. Vous avez peint à la fois dans l'atelier où nous sommes, mais aussi beaucoup sur nature. Sur nature, oui. Alors, qu'est-ce qui vous décide quand, devant un paysage, c'est là que je veux peindre? C'est d'abord, avant tout, c'est la lumière qui réagit sur les branches, sur les troncs d'arbres, et après, c'est le dessin des branches et l'arrangement d'un arbre par rapport à un autre. Et j'essaie par le dessin de traduire le sentiment que j'ai ressenti quand je me suis promené dans la nature. Les arbres sont plus dessinés en hiver que quand ils sont couverts de feuilles. Et pour le dessin, c'est plus agréable à travailler. Et jusqu'à maintenant, je peux chaque année faire une 15aine de jours dans la neige, carrément. Et toujours cette neige dont vous êtes un peu le peintre favori. Il y en a eu d'autres avant moi. Hein. Mais enfin, les neiges de Bardone sont célèbres. Je suis très fidèle à mon pays natal, mais il n'empêche qu'il est agréable de pouvoir voyager parce que on retrouve ailleurs d'autres lumières, d'autres arrangements, et ce qui nous fait voir au retour aussi différemment des choses qu'on connaissait peut-être un peu trop bien. Si Guy Bardone s'est beaucoup inspiré de sa montagne du Jura, les faveurs de René Geny allaient plus souvent vers les paysages maritimes, ceux du sud autour de sa maison de Bandol, ou ceux de son enfance dans le bassin d'Arcachon. C'est un paysage que j'adore, justement parce que c'est un paysage structuré, absolument, c'est une épure, horizontale, verticale de ces grands bâtons, grandes perches plantées. C'est un régal de jouer sur des tons de sable, de vasière, c'est le mot, et qui double le ciel. Un beau ciel un peu tourmenté, un nuage, tout est dans les flaques qui sont restées sur le sable, avec quelquefois ces petites ondulations de sable qui sont faites par le flux et le reflux de la vague, et ça fait comme une gerçure. C'est harassant à peindre, c'est très difficile, mais c'est passionnant.
Et ça anime toute une toile. Lorsque vous décidez devant un paysage que ce sera un sujet de tableau, là, il y a une émotion, il y a quelque chose qui se passe. Oui, on dit c'est l'instant qui m'a retenu. Et souvent, les instants sont fugitifs. Donc, il faut travailler assez vite. Vous savez, Claude Monet disait, on fait ça en une fois ou on revient 30 fois. Hein. Et c'est un peu la même chose. Le tableau est donné quelque part. Dans le premier quart d'heure, ça doit être fait. Si ce n'est pas fait, il vaut mieux chercher autre chose. Et ensuite, alors, le travail à l'atelier, parce que vous ne terminez pas, évidemment, sur nature un tableau. Là, le travail se fait à partir de l'image. Oui. Alors, ou bien ça se fait rapidement après le travail sur nature, ou bien ça ne se fait pas à ce moment-là, et on laisse la toile reposer un peu, et après on la reprend le jour où on se sent en état de poursuivre. De l'éblouissement du début jusqu'à la finition de la toile, il faut garder cette grâce, parce que c'est une grâce. Là, il ne faut pas tarder trop, parce que tout s'en va. Il y a toujours un miracle dans la vue directe. Même un artiste qui a le sens de redécouvrir dans son atelier au calme la brillance de la lumière sur une eau par rapport au ciel, avec le frissellis des saules intermédiaires, et même s'il le peint très différemment à ce que je viens de dire, il reste cette étincelle du contact avec les choses. Il a eu le temps, s'il a de la perspicacité et un œil juste, de fixer l'instant exquis, majeur. Ce qui a fait qu'il a arrêté sa voiture ou son vélo et qu'il dit « Oh que c'est beau, oh que c'est beau !» Aux paysages familiers de Vaux et de Bandol sont venus s'ajouter d'autres horizons. Les peintres avaient pris l'habitude d'effectuer chaque année un grand voyage avec chevalets et bagages. Quand on avait, ou René ou moi, une exposition aux USA, on en a profité pour descendre jusqu'au Mexique. Une autre fois, on a fait le Grand Canyon et après la côte ouest. Et c'était des séjours très enrichissants. Et puis, les séjours en Grèce ont été très, très nombreux. Dans ces séjours-là, vous avez travaillé. Beaucoup sur nature, oui. Ces villages, on dirait qu'on a répandu 1 kilo de sucre sur de la terre ocre. Il y a tous ces petits cubes blancs. Et on arrive à retrouver une poésie un peu géométrique qui me séduit. Mon cher angle droit, il y est là. Et donc pour vous aussi, une palette, et pour René aussi, une palette très différente de celle du Jura. Oui, et moi qui peignais beaucoup de vert, quand j'étais en Grèce, j'étais obligé de peindre des blancs parce qu'il y avait peu de verdure, mais c'était enrichissant. Et en même temps, des bleus magnifiques de la mer. De la mer. Car ce bleu, j'aimerais que vous nous parliez de ce bleu, parce que c'est, je pense, votre couleur assez favorite. C'est, oui, une couleur favorite, mais qui est venue petit à petit. Mais en Grèce, j'avoue que les maisons peintes en bleu, et puis toutes les menuiseries des portes et des fenêtres aussi peintes en bleu, et j'avoue que ça a intéressé les gens, et il paraît qu'il y a un bleu Bardone. Enfin, je ne sais pas comment il est fait, mais il existe. Le paysage, c'est plus direct. Je me promène dans la campagne et je vois une chose qui me touche. J'ai presque envie
d'encadrer déjà l'image que je vois tellement, elle m'agresse. Là, c'est vraiment le paysage qui me touche comme un coup de cœur. La nature morte est plus concertée, plus méditée. Je commence souvent par un assemblage d'objets, je cherche des situations. Au début, ma recherche, on dirait une chose abstraite. Une composition que je médite presque aussi longtemps que la conception du tableau, une fois que j'ai dit, bon, avec ce dessin préliminaire que j'ai bien en tête, je démarre. Comme chez Guy Bardone, les neiges et les arbres, chez René Joly, la nature morte est centrale. Quelques thèmes fondamentaux y reviennent toujours. Des objets plutôt ordinaires supportés par des tables, plus ou moins fantasmatiques, des tissus disposés sur les fonds ou les tables elles-mêmes. Il possédait une véritable collection de poteries, toutes différentes, de très belles matières. C'était quelqu'un qui était très sensible aux matières. Aux matières et aux formes. Et aux formes. À un moment, je m'arrêtais dans tous mes bourlingages à tous les brocanteurs de bord de route. Au milieu de ce désordre, trouver un pot, même fendu, mais d'un certain bleu, ou un vieux tissu, une broderie indienne, je ne sais quoi. Chaque fois, il y a un espèce de déclic, je dis « Oh là là, que c'est beau ça !» Cet objet-là, sur un fond noir, si j'arrive à l'équilibrer avec quelques blancs, le blanc, ça pourrait être un bol, à la rigueur. Il y a déjà le départ d'une installation, il faut dire le mot. Et puis il y a cette question du fond chez lui qui est très importante aussi, avec des tissus souvent, ou bien simplement des matières, des couleurs, oui, oui. Sans qu'il y ait forcément d'objets particuliers dans le fond. Ce fond n'est jamais une fuite, c'est jamais un trou. Non, non, le fond intervient aussi pressant et efficace que les objets du premier plan. Tout le tableau est aussi important d'un angle à l'autre. Il y avait un côté abstrait dans sa mise en page. Il oubliait le sujet et il mettait ses taches de couleur qui après, ce sera une tomate, ce sera un navet, mais c'est déjà, le volume est déjà indiqué. C'est jamais du naturalisme, c'est jamais du réalisme. Non. Et en même temps, il y a ce goût de rendre les matières. À la fois quelque chose de très intellectuel dans l'organisation de ces natures mortes, très cadrées, presque japonisante, et en même temps ce goût, cette sensualité tout simplement des matières. J'ai essayé dans le grain, la couleur, le ton, la mouvance du même ton. Ce ton-là, pour ne pas être lassant, peut être légèrement oxydé, dirait-on, d'un côté. Et cette oxydation rejoindra un vieux pot, un bronze qui est resté dans la terre. Non, il faut que le tableau soit délectable d'un bout à l'autre. Et à un moment, quand tout se tient, quand tout va bien, on signe dans un coin. Mais alors chez vous, la nature morte est plus dynamique, je dirais. Oui, plus brouillée. Enfin, c'est ma nature. Enfin, je suis comme ça, un peu impulsif. Mais je n'ai pas, c'est sûr, dans mon art, la rigueur qu'avait René. La touche est très différente. La touche est très différente. Et puis, je suis moins attaché. Par exemple, peindre une verrerie, ça m'accroche moins que de peindre un fruit. J'aurais plus de plaisir et d'intérêt à peindre une tomate ou une pomme que de peindre un verre avec du vin. Ça va être encore un choc de fruits, de légumes que l'on voit sur un marché ou dans une cuisine. Au départ, j'essaie de penser au format définitif de la nature morte. C'est ça qui va un peu déterminer l'arrangement. Alors, on a ce qu'on appelle un viseur pour cadrer, pour voir comment on peut arranger les éléments.
Et on installe ça dans une harmonie, dans une lumière qui nous donne satisfaction. Si la thématique des fleurs, classique en nature morte, a été traitée par les deux peintres, René Geny explora méthodiquement la traduction picturale de certaines d'entre elles. Notamment, il faut parler de sa prédilection pour les ombelles, Oui. qui sont des fleurs toutes simples, des fleurs de bord de Ah oui, champ, que les gens ne regardent pas. et dont il a fait de très nombreuses compositions avec une maestria. C'est presque le maître de l'ombelle. Ça, on peut dire qu'il n'y a pas tellement de peintres qui ont fait ça. C'est aussi difficile que de peindre ce qu'on appelle le désespoir du peintre. Et vous, quelles sont vos fleurs alors de prédilection? Ben encore, on va tomber dans des fleurs beaucoup plus brutes. Ce sont des soucis et parfois des anémones. Mais jamais, enfin, j'ai fait peu de roses. Alors que René, Que René aimait beaucoup peindre les roses. Alors, il y a un grand thème chez vous qui est très rare chez René, c'est les scènes d'intérieur, les intérieurs. Oui. Vous avez souvent peint à l'aquarelle ou en peinture des intérieurs. Donc qu'est-ce qui vous intéresse sur la fenêtre, la porte? Oui, ben c'est un mélange un peu de la nature morte et du paysage. C'est ça qui m'intéresse, c'est la pénétration de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur qui passe à l'extérieur. Enfin, je suis à l'aise dans les traductions de ces motifs. Et puis il y a aussi l'atelier de Bandol, Oui, avec ses fenêtres, ses rideaux. les rideaux. Oui, C'est oui. aussi un motif. Et un fond de jardin. Et donc c'est selon la nature, finalement, vous revenez à la nature depuis l'intérieur. C'est ça. Avec tout un jeu, là aussi, comme peut-être dans la peinture flamande, sur les intérieurs, les perspectives. Oui, oui, oui. Ce qu'on trouve effectivement aussi beaucoup chez Bonnard, qui a beaucoup peint d'intérieur. Oui, et vous savez, comme j'ai beaucoup d'admiration pour ce peintre. Oui, on en voit, Depuis 50 ans. voilà, on en voit Oui, de oui. très nombreux exemples dans votre Oui, c'est vrai, collection. c'est vrai. René Geny et Guy Bardone avaient commencé très tôt à s'entourer d'œuvres de peintres amis et de maîtres admirés. Peu à peu, ils constitueront deux collections complémentaires à partir d'œuvres produites entre les années 20 et 60, essentiellement figuratives. Une des premières pièces que j'ai pu acquérir, c'est chez mon marchand, Marcel Guillot, qui était rue Volnay, et il m'a montré un jour un très beau dessin de rocher de André Lotte, et je lui ai d'abord acheté ça, et en deuxième lieu, c'est la lithographie, la baigneuse de Raoul Dufy devant Sainte-Adresse, qui était dans ma salle à manger. Je n'avais pas du tout pensé créer une collection, mais j'achetais un objet après l'autre qui était dans la lignée de ce que j'aimais en peinture et qui me donnait toute satisfaction. Et puis, j'ai eu la chance d'être en contact avec des héritiers de Pierre Bonnard. Oui, car dans cette mezzanine, il y avait 2 murs entiers de Bonnard. De Bonnard, oui. C'était le grand axe de votre collection. C'est Bonnard. Alors, est-ce qu'on peut parler, j'imagine, d'une certaine influence de Bonnard sur votre peinture personnelle? J'ai pas la prétention de ça. Je l'ai beaucoup regardé, mais quand même, non. Bonnard est unique. Mais enfin, Bonnard, et surtout à la fin de sa vie, c'est magique, c'est féerique. C'est un des rares peintres vieillissants comme il avait vieilli, qui a éclaté au dernier moment. Il a été beaucoup plus fort que Vuillard, alors qu'au début, quand ils étaient nabis,
c'est Vuillard qui supplantait Bonnard. Par contre, Vuillard, on en trouve un très beau dans la collection de René Genie. Ah oui, la fenêtre le soir, là. Et puis René était aussi très sensible à l'art de Morandi. Donc il a pu acheter des gravures de Morandi. Et après, il s'est intéressé à Musisz, le peintre yougoslave. Il arrivait à traduire des atmosphères uniquement avec des vieux gris, des terres. Et c'était une peinture très secrète et qui convenait tout à fait à René, comme Morandi. René a eu le pouvoir d'acheter aussi un portrait de Madame Musisz, qui viendra sans doute un peu plus tard au musée de Saint-Claude. Et sinon, donc, vous avez acheté chez des grands marchands aussi, vous avez connu. Oui, surtout pour les André Baudin, qu'avec René, nous avions connu chez Mourlot, quand il venait faire des lithos. On a sympathisé, c'était un homme d'une droiture et vraiment très agréable, et dans le fond, assez touché de voir que deux gamins s'intéressaient à son art. Parmi les peintres que vous avez aussi connus et collectionnés, Oui, il y a aussi Le Sieur. Pierre Le Sieur, oui. Moi, j'ai toujours aimé Le Sieur, et j'en ai acheté depuis 1957. J'en ai bien au moins une vingtaine, oui. J'en ai encore acheté un il n'y a pas longtemps. Donc vous êtes très fidèle dans vos admirations. Oui. Oui, comme ça, quand on aime un peintre, on aime avoir un peu toutes ses époques, son évolution. Pougny, c'est encore un peintre qui est de la tradition de la réalité poétique. C'est un peintre russe qui était cubiste quand il était en Russie. Et quand il est venu en France, il a été très très influencé par la poésie de la peinture française. Et je suis très sensible à ses études de personnages dans les parcs. Et j'en ai plusieurs. Ce sont quand même des cousins germains, tout ça. Vous comprenez? Il y a quand même à la base une réalité. Hein? Dufy était très attaché aussi à la nature. Il a fait beaucoup d'aquarelles de la région de Nice. Et Le Sieur, tous ces gens-là, et Pougny aussi, et même Baudin qui est beaucoup plus dévissé, si on peut dire. Mais quand même, Baudin, c'est encore un personnage qui regarde ce qui se passe autour de lui. Tout ça, ça part d'un choc, enfin, on en a déjà parlé, qu'ils ont eu vis-à-vis ou d'objets ou d'une chose dans la nature. Et puis, j'ai cette grande nature morte de Borès, qui est une œuvre importante. Et j'ai pu, chez la galerie Le Bouc, acquérir cette magnifique aquarelle de Juan Gris. Quelques poires sur une assiette, mais c'est de la pureté même. Et je vois dans votre collection quelques œuvres de Arpad Genest, de Ira da Silva, d'Estève, qui sont soit totalement abstraites, soit au bord de l'abstraction. Pour votre engagement en peinture, il n'y a pas eu un moment d'hésitation comme certains peintres qui ont changé tout à fait de manière. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais la fois, non, moi, j'ai regardé ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt, mais ça ne m'a pas fait bouger de ma direction. Et j'en suis resté là. Ma toile la plus audacieuse, c'est des gouaches de Vieira da Silva, c'est sûr. Pendant toutes ces années, les visiteurs privilégiés de la rue Falguière ont associé au plaisir de la rencontre avec les peintres celui de la découverte des aquarelles, dessins et peintures couvrant les murs. René n'avait pas d'héritier, moi non plus, donc c'était un peu bête, on s'était quand même passionné pour ça, que ça parte à droite et à gauche.
on a décidé d'un commun accord qu'on ferait le nécessaire pour que les donations puissent être faites à la ville de Saint-Claude. C'est au musée de l'abbaye à Saint-Claude que l'on peut désormais contempler ses œuvres, en résonance avec l'univers de Guy Bardone et René Geny, et inspiratrices de leur propre création.